It's not fair! It's not fair! All my life, I've been afraid of becoming like him. All my life with you, and it's not fair. You can't just say sorry and make it all go away. It's too late. It's not that easy. It's not fair. It's not fucking fair. Oh, yeah. Oh, God. You can't do that. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, j'ai été fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh, nom de Dieu, bordel de merde. Oh, tu m'en tailles. Je m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, proche de Dieu. Oh, ton cul. C'est mon génie. Kiss me, man. What? Kiss me. When I'm being fucked, I like to get kissed a lot. Come on. I don't want to talk to somebody who's trying to calm me. Get somebody in charge here. I am in charge. I don't want here. to talk to some flunky pig trying to calm me, man. You don't have to be calling. What's he doing? Will you get back What over are you there? moving in there for? Will you What's get he the doing? fuck back there? Huh? Get back there, What's will he you? doing? Look at him with Come him. on, get over there. Go on back there, man. Get over there, will you? He wants to kill me so bad he can taste it. I'm always going to kill you. Attica! Attica! Will you? Attica! 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 Remember Attica! Go ahead! Throw up the funny old fucking back! No, come on. Put their guns down! Put your guns down! Come on, watch it for the TV, guys! They kill us all! Get back over there! Fucking guns down! Tell them to put their guns down! Come on, will you get them back? Will you put those guns down? Will you? Get back! Put those fucking guns down! Put those guns down! Put them down! Put them down! Put those fucking guns down! Put those guns down! Bonjour et bienvenue, vous écoutez le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec toujours le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et vous écoutez la deuxième partie d'une émission consacrée à Sidney Lumet à l'occasion de la sortie chez Capricci de la traduction de son livre fondamental Faire un film, comme il est dit chez Capricci. Dans cette deuxième émission, on va plutôt revenir sur les années 80 les années 80 plutôt que les années 90 même d'ailleurs. Et puis un peu sur les années 2000 aussi, deuxième partie de sa carrière qui est sans doute celle où il a atteint le niveau un peu parfait de sa mise en scène, de sa voilà. On va démarrer avec un des films les plus importants de sa carrière, à savoir Le Prince de New York, qui date de 81. Qui est une fresque de 3 heures sur un flic de New York qui décide d'aider les services de police pour détecter justement qui est un ripou, qui n'est pas un ripou. On va y revenir évidemment longuement. Je vais laisser Antonin même en parler, mais avant ça, je voulais lire un petit extrait justement du livre, ce qu'on n'a pas fait jusqu'ici et ce que je fais rarement parce que je lis très très mal. Donc je m'excuse d'avance si j'écorche des mots, si je. Ouais, d'habitude quand il y a un bouquin sort, on attend qu'il soit adapté au cinéma. C'est ça. Oui, parce que c'est vraiment pas mon truc de lire. Mais là, c'est un court passage et que voilà, c'est un livre que moi j'avais lu déjà en anglais. C'est un des rares livres que j'ai réussi à lire en anglais jusqu'au bout parce que Lumet écrit très très bien et était extrêmement compréhensible. Disons qu'il y a le côté aussi, comme beaucoup de livres écrits par des protagonistes du cinéma américain, il y a le côté
on dirait que t'as un papy qui te fait la lecture Oui, au non, mais coin oui, du oui. feu. C'est très très simple à C'est- lire. Enfin, c'est un truc très que, agréable genre aussi, les quoi. Français sont pas capables de faire ça des fois. Enfin, Mais c'est le un- côté, ouais, ça peut être hyper profond et tout ça, mais t'as toujours le côté, Une t'as l'impression que c'est ton simplicité. papy qui t'explique le Et truc. l'autre truc qu'on n'a pas dit quand même dans la première émission non plus, c'est que ce livre n'est pas destiné qu'à des gens qui voudraient faire des films, bien évidemment, et heureusement, même si j'en reste convaincu, si on distribuait ce livre dans les écoles de cinéma, elle pourrait fermer. Bah, c'est Parce ce qu'avait dit un critique de cinéma à Voilà. la sortie du film. Voilà, c'est complètement dingue. Mais ce livre se destine non seulement du coup à ces gens qui veulent faire des films, mais à tous les gens qui de près ou de loin travaillent dans le cinéma, puisque le livre aborde tous les aspects de la réalisation. Hein, que ça va du scénario, du choix du scénario, jusqu'aux costumes, les décors, les acteurs, n'importe quoi. Vraiment, le livre est extrêmement riche Et à puis ce il y a un niveau-là. sens de l'anecdote absolument parfait, je trouve. Voilà, sans moi, je jamais retiendrai avoir celle, une langue de pute, ouais. hein, parce qu'il ne rentre jamais dans le potin. Quand il va donner un nom, c'est pour en général en dire du bien, quoi. Ouais. Il y a une anecdote, par exemple, sur une actrice qui n'arrivait pas à faire de scène d'amour, en tout cas à être tendre aussi à l'écran, et justement il refuse de donner son nom. Il ne va jamais avoir une langue de pute, jamais. On n'a rien, pas du tout à faire un livre putassier, quoi. Moi, je voulais juste évoquer cette anecdote, cette nana qui me, où il y a un moment où il parle du montage de The Hill, donc la colline des hommes perdus, donc un de ses peut-être 10e film, on a l'impression que c'est un de ses premiers films. Oui, de toute mais façon, c'est son 10e. il a enchaîné, son c'était 10e un long film métrage, par an. Où il a bossé pour je ne sais plus quel studio, probablement la MGM, Ah où oui, le et- moment où la monteuse de la MGM, la monteuse historique de la MGM, donc une nana qui montait absolument quasiment tous les films de la MGM, à savoir que c'est 300 films par an. C'est la chef monteuse, La hein, celle chef qui monteuse, oui, vérifiait, bien du sûr. coup, Il y avait- c'était pas la petite main, c'était Oui. elle qui vérifiait la copie, le montage, ça. et qui disait coupez Ouais. ça. C'est ça. Donc une nana qui s'appelle Margaret Booth, donc il faudrait écrire probablement 5 livres sur cette nana-là, Ouais, qui a est priori. quelqu'un qui a monté évidemment un bon paquet de centaines, chefs-d'œuvre, des qui a bossé pour la centaines. MGM et qui effectivement a toujours bossé dans l'ombre et a développé un savoir-faire énorme parce qu'elle était capable de voir un film et de dire après tu coupes là, d'avoir une mémoire incroyable des films dont elle était supposée Oui, s'occuper. elle se rappelait de chaque plan. Ouais, hein. et c'est vrai que Sidney Lumet en parle avec beaucoup d'admiration et oui, tu m'étonnes quoi, c'est hallucinant et c'est sûr que c'est quelque chose qui doit qui est propre à l'industrie, enfin à l'organisation un petit peu industrielle des studios hollywoodiens mais qui a créé un bon paquet de chefs-d'œuvre, c'est qu'il y avait des gens qui étaient d'un coup obligés d'être hyper rapides et de développer un savoir-faire qui maintenant est absolument impossible. Et enfin tout ce qu'il raconte justement sur cette anecdote est merveilleuse. De toute façon, je conseille encore une fois à tout le monde de se procurer ce livre qui est très important, et comme je disais, donc c'est pas uniquement destiné à ceux qui veulent faire des films, ni même à ceux d'ailleurs qui sont dans le cinéma. N'importe qui a Si un vous êtes poil cordonnier, vous pouvez lire. Mais ce c'est ça, livre. un poil de curiosité pour apprendre, pour découvrir une forme de travail. C'est un bouquin exceptionnel sur justement la description d'un travail. Et donc voilà, je vais quand même, avant qu'on se lance dans le Prince de New York, Prince of the City, qui date de 80, qui est vraiment l'un des très grands films de Lumet, essayer en tout cas de lire un court passage de ce livre et des chapitres qui sont, enfin pour moi, celui qui m'a le plus touché du livre, qui est destiné au style du film. C'est-à-dire qu'il revient tout bêtement au départ sur déjà, il faut, quand on a un scénario en main, savoir de quoi ça parle. C'est le premier truc important. T'as un scénario dans les mains, t'as une histoire, il faut que tu saches c'est quoi le thème du film, c'est de quoi ça parle. À partir de là, tu vas pouvoir justement essayer de définir la forme visuelle du film qui devra justement correspondre au sujet, voilà, le fond et la forme. C'est un truc tout con mais qui est largement oublié, je pense, qui était déjà oublié à l'époque du livre il y a 20 ans, et même il y a 40 ans c'était déjà oublié, et encore plus aujourd'hui. Et juste voilà, il se livre à une petite colère, mais très très courte, hein, dans les 300 pages du livre. Il y a un court chapitre, un court paragraphe même d'ailleurs, sur la colère, sur sa colère. Donc je vais essayer de le lire. Laissez-moi donner libre cours à ma colère pour commencer, je n'y reviendrai plus. Les critiques parlent du style comme d'une chose extérieure au film parce qu'ils ont besoin que le style saute aux yeux. Et ils ont besoin qu'il saute aux yeux car ils ne savent pas voir.
Si le film ressemble à une pub pour Ford ou Coca-Cola, ils pensent que le film a du style. Et de fait, il a un style, le style publicitaire. Ces pubs essaient de vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin et leur style est pensé pour atteindre cet objectif. Dès qu'un objectif de longue focale est utilisé, c'est du style. Après, il parle des objectifs. À entendre les vivas qui ont accueilli le film de Lelouch, Un homme et une femme, on aurait pu penser qu'émergeait un nouveau genre noir. Une bonne tranche de guimauve romantique, plaisante au demeurant, était intronisée en tant qu'art, uniquement parce qu'elle évitait avec ostentation tout réalisme. Il n'est pas difficile de repérer le style de Crime d'Orient Express, mais quasiment aucun critique n'a su voir la stylisation dans Le Prince de New York. C'est pourtant l'un de mes films les plus stylisés. Kurosawa l'a remarqué, lui. Au cours d'un entretien qui reste un des plus grands moments de ma carrière, il m'a parlé de la beauté du travail de la caméra et de la beauté du film. Mais quand il parlait de la beauté du film, il faisait allusion au lien viscéral qui unissait le style et le sujet. Et c'est l'absence ou l'existence de ce lien qui, à mes yeux, permet la distinction entre les réels stylistes et les décorateurs. Les décorateurs, on les reconnaît de loin. Et c'est pour ça que les critiques les aiment tant. Voilà, fin de la parenthèse de récrimination. Ensuite, il va revenir notamment sur Hitchcock et sur le fait que, en effet, un film de Hitchcock était très reconnaissable et que son style était récurrent. Pourquoi ? Parce que Hitchcock racontait la même histoire, tout le texte est merveilleux et c'est l'occasion aussi de faire la petite critique du livre en lui-même et de la traduction, ou en tout cas de la mise en page, puisque le livre et ce texte, malheureusement, ce chapitre, se clôt sur une phrase sans ponctuation. Je vais y revenir, mais très rapidement. Non, mais c'est un peu dur, mais c'est juste que c'est le texte qui justement avait été traduit par Eclipse, par la revue Eclipse, et c'est vraiment des textes les plus importants du livre. Donc le livre se dans la version de Capricci que j'ai entre les mains, et peut-être qu'il sera réimprimé, parce que c'est une coquille, hein, c'est pas une erreur de traduction, c'est une coquille. Quand chaque jour, à la projection des rushs, on regarde les prises de la veille, voici le plus beau compliment que l'on puisse se faire les uns aux autres. Et là, on ouvre les guillemets, c'est du bon boulot. Et le chapitre s'arrête là-dessus. Et on passe au chapitre suivant, alors que bien évidemment, le chapitre ne s'arrête pas là-dessus. Le chapitre se termine sur « c'est du bon boulot, on fait tous le même film ». C'est ça le style. Cette dernière petite phrase a été omise dans la publication, la première publication, en tout cas, de Capricci, ce qui est extrêmement dommage, ce qui n'enlève rien au fait que le livre est extrêmement important et qu'il faut évidemment se le procurer. Mais c'est vrai qu'il y a des coquilles comme ça dans le livre. Celle-là, c'est la seule qui est vraiment grave. Les autres, c'est des broutilles, hein, c'est des erreurs de traduction sur des titres qui ne sont pas de films qui ne sont pas sortis en France ou voilà. Mais là, c'est une coquille qui est malheureusement assez ouais, c'est dommage, terrible c'est parce vraiment... que c'est vraiment son propos. Oui, c'est dommage parce que c'est vrai que là où on voit vraiment le côté très professionnel, comme tu as dit, c'est un très bon livre sur le travail. Et là, c'est vrai que Sidney Lumet, dans son absolue humilité, se pose vraiment comme un travailleur. Et son dernier chapitre est très beau aussi. Il refuse même le truc de l'auteur. Enfin, oui, pour lui, l'auteur, pour oui. lui, c'est vraiment quelque chose de grave qui a été instauré par la critique française, parce que le film, ça reste un travail d'équipe, vraiment. Oui, c'est quoi. ça. Mais en fait, son dernier, même si, enfin, dans le film, on peut vraiment contredire cette idée-là, parce qu'on voit bien qu'il a des obsessions. Mais c'est vrai que le dernier chapitre est très intéressant aussi, où il parle du côté où il parle en 95, où il dit maintenant il y a l'éclosion des petites caméras et compagnie. Tout le monde a envie de faire partie du monde du cinéma. Tout le monde n'a jamais été aussi près du monde du cinéma, parce que tout le monde peut faire des films. On n'a jamais pu faire des films aussi facilement. Mais par contre, voilà, il y a beaucoup de monde qui veut faire partie du cinéma, mais personne a vraiment envie de faire des bons films, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui dit ça. Et ce qui à la fois est extrêmement ça, c'était il y a 20 ans. C'est une petite idée, parce que voilà, c'est lui ce qu'il dit, c'est vraiment une question de professionnalisme. C'est genre, moi je fais ça, j'ai envie de faire des bons films, quoi. C'est pour ça qu'il a accepté pas mal de commandes, qu'il a fait beaucoup de films, qu'il y a des films beaucoup moins bons que d'autres, mais qu'il a jamais fait vraiment de mauvais films. Sidney Lumet, il a fait des films pas très intéressants, mais en tout cas à chaque fois il y a eu une attention au projet porté, voilà, parce que à la manière des cinéastes de studio, il se posait toujours ces deux questions, en tout cas, justement, oui. de quoi ça parle et comment je vais la raconter. C'est un truc de base, quoi. Ouais, c'est sûrement à la manière, voilà, où c'est pas quelqu'un comme Kubrick, par exemple, pour prendre vraiment l'extrême opposé, quelqu'un qui a fait 10 films et tout ça, où à chaque fois il fallait qu'il y ait son sujet, que ça soit maturé, que ça corresponde vraiment à son idée ou je sais pas quoi. Lui, il a continué à bosser presque comme un cinéaste de studio de l'époque, c'est-à-dire on me propose un truc, voilà, tiens, celui-là je vais le prendre, je le fais parce que
bah parce que c'est ça mon me touche, métier, parce que le sujet aussi mais m'intéresse. aussi parce que c'est mon métier. Il a refusé. et je le On fais. n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai il y a des films qu'il était censé faire qu'il n'a pas fait, par exemple. Les deux plus connus, c'est Scarface. Donc Scarface normalement devait être mis en scène par Sidney Lumet, et c'est lui qui a donné le projet à De Palma. Et puis l'autre aussi qu'il a eu entre les mains et qu'il était à deux doigts de faire, c'est Le Justicier dans la ville. Voilà, et il était censé le faire, et c'est vrai que dans Le Justicier dans la ville, comme dans certains films de cette époque d'ailleurs, on retrouve entre guillemets un côté Sidney Lumet. Je me suis demandé ce que c'était ce truc Sidney Lumet, parce que quand on regarde le film, on a eu ça dernièrement aussi avec la salve des films sortis chez Carlotta, de Glockenhaus, je crois, Blue Jean Cop, et tu te dis qu'il y a un truc Sidney Lumet de côté de filmer la rue comme ça justement. Mais en fait, t'as l'impression, je pense que c'est ça qui joue dans cette impression Sidney Lumet. T'as l'impression que le type qui filme ça, là, qui est en train de réaliser, il connaît la rue qu'il est en train de filmer, en fait. Et je pense que c'est un des grands atouts de Sidney Lumet, qui a quasiment filmé tous ces trucs à New York. Il était new-yorkais, il a filmé un seul film à Los Angeles, à Hollywood, Le lendemain du crime, qui est d'ailleurs très très chouette, hein, avec Jeff Bridges et Jane Fonda. Mais voilà, c'est un type new-yorkais, il sait ce qu'il est en train de filmer. Il y a un côté documentaire derrière, mais pas dans sa mise en scène forcément. Dans 2-3 films, t'as le côté documentaire, mais c'est surtout qu'il connaît ce qu'il est en train de filmer, en fait, et il connaît l'espace aussi, même s'il filme dans des espaces clos souvent, ou voilà. Mais je pense que ça joue énormément. Et c'est vrai que moi j'ai revu du coup dernièrement le film avec Charles Bronson, Le Chien dans la ville, et c'est vrai que t'as ce côté-là, c'est tellement dans la rue, t'as l'impression, voilà, que c'est vraiment, t'es au cœur de New York, des quartiers qui sont pas filmés d'habitude, du quotidien de ces habitants-là, voilà. Et oui, et il y a de ça chez Sidney Lumet, et je pense qu'il a installé quelque chose de ce genre. Et justement, on va parler du Prince de New York, et t'as exactement ça, Prince de New York, donc c'est une fresque de 3 heures, avec Treat Williams. Pour faire un pont, c'est vrai que par exemple, autant et non pas qu'il ait refourgué Scarface à De Palma, parce qu'a priori c'est vraiment des imbroglios de production. Oui. Peut-être qu'il a abandonné le film, on n'en sait rien, mais par contre Prince of the City était clairement un projet de De Palma. C'est un bouquin écrit par un. Ah oui, alors que pour le coup c'est le seul scénario que Lumet a écrit. Mais par contre Prince of the City, qu'il a réalisé en tout cas, était clairement un long projet de De Palma qu'il devait réaliser et qu'il a été a priori contraint d'abandonner. Mais par contre De Palma, dans un livre d'entretien par Vachaud et Blumenfeld, en veut beaucoup à non, c'est pas qu'il en veut à Lumet, mais assez critique sur le travail de Lumet. Mais évidemment le travail de Palma et de Lumet, enfin c'est vraiment il y a un grand canyon entre les deux. Oui, carrément. Et évidemment quand tu regardes Scarface, tu dis mais Lumet n'aurait jamais pu tourner un seul des plans l'idée de Scarface de comme l'a refaire, fait De Palma. Hein. L'idée là, le projet de Scarface c'est évidemment un remake, hein, c'est des choses qu'on oublie. Hein. Voilà, Scarface avec Pacino est tellement connu qu'on oublie que c'est un remake, mais le remake était dans les tuyaux à Hollywood depuis bien longtemps, et c'est l'idée d'inscrire ça chez les immigrés cubains, c'est une idée de Sidney Lumet. Voilà. Alors du coup on va revenir donc sur Le Prince de New York qui date de 81 et qui est quand même pour moi un peu une date dans sa filmographie, parce qu'après celui-ci il va un peu abandonner justement ses expérimentations visuelles qu'il je pense que faire. C'est quelque chose qui m'a un peu sauté aux yeux à la lecture des clips, c'est parce que c'est vraiment vrai, c'est que c'est un film qui date des débuts des années 80 et qui est l'exact contemporain de beaucoup de grands échecs des grands auteurs ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, quoi. C'est que c'est avec La Porte du Paradis, le Rain People de Coppola, des grands échecs à un moment où les studios non pas Rain People, le Heart of merde, j'ai oublié. De glace, Heart of Glace, ou j'ai plus quoi. Ça c'est un blondie, mais c'est pas grave. Bref, en tout cas, un des films de Coppola, mais il y a eu beaucoup de films comme ça où ça a été la fin du nouvel Hollywood. Ce moment où les studios un peu perdus, donnaient un peu laisser les mains libres à beaucoup de grands auteurs, enfin en tout cas d'auteurs identifiés comme tels. Et ils ont tous livré. Il y a eu beaucoup de ces auteurs-là qui ont livré au début des années 80 ou à la fin des années 70 un grand film, une grande œuvre qui s'est planté au box-office totalement, parce qu'on rentrait aussi dans une nouvelle décennie et que peut-être que le public ne voulait pas voir ça. Et Prince of the City correspond tout à fait à un film comme La Porte du Paradis là-dedans. La Porte du Paradis qui est un immense chef-d'œuvre
sûrement, mais d'ailleurs un meilleur film que Prince of the City. Mais en sachant que avant lui qui c'est est le passé... contraire. C'est-à-dire que Lumet c'est le contraire, c'est que juste avant Prince of the City, lui il avait enchaîné en fait plusieurs échecs. Juste avant justement, il a fait un film qui aujourd'hui encore une fois est indisponible en France et même aux États-Unis, le DVD est tout pourri. Just Tell Me What You Want, c'est son film je crois avec James Coburn. Avant ça, c'était The Wiz, oui, donc qui a été le gros échec. Et avant ça, c'était Equus, qui non plus n'avait pas marché. Et là, il balance Prince of the City, qui n'a pas non plus été un succès. Oui. Évidemment, c'est pas conçu comme pour être un succès. On va en reparler, mais je pense, je parle de vraiment de justement de lui, il a pas une eu ce grande truc. œuvre. Il a pas eu justement de truc de livrer une grande œuvre avant la chute du. Je pense que livrer une grande œuvre, on le voit très bien, parce que dans le cas de Lumet, et Lumet revient beaucoup là-dessus dans le bouquin, c'est je ne vois pas pourquoi on ferait des films de plus d'1h45. Oui. Il faut vraiment faire vraiment que ça le mérite pour faire un film de plus d'1h45. Oui. Prince de New York, c'est 2h50. Oui. C'est son seul film qui dépasse, pas son seul film qui dépasse les 2 heures. Non, parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est 2h10 2h50, c'est énorme. 2h50, Et c'est vraiment une exception oui, dans sa c'est vraiment une filmographie. exception. Ça veut vraiment dire que Lumet a livré tout ce qu'il avait. C'est d'ailleurs, on l'a dit, le premier film qu'il écrit lui-même avec Jay Preston Allen, Oui. je crois, qui est une scénariste vraiment historique, qui a réalisé qui a écrit un bon paquet de chefs-d'œuvre. Mais voilà, c'est en tout cas un film qu'il a écrit auquel qui lui Ça tenait tient à cœur, particulièrement à cœur et dans lequel il a tout donné, en sachant qu'à cette époque-là, il avait le director's cut, ce qui est très rare chez les réalisateurs américains. Et en sachant que c'est un film, alors c'est son grand film gris, donc c'est absolument pas bandant comme présentation, et justement le film n'est absolument pas bandant. Il aurait très bien pu, et ça il l'a répété je crois plusieurs fois, choisir par exemple en rôle principal Pacino ou De Niro ou un grand acteur. Il en avait tout à fait les capacités, ça restait Sidney Lumet, il aurait pu très bien caster quelqu'un d'important comme ça, et il aurait pu avoir avec ce film-là, s'il l'avait souhaité, un succès. Alors, il faut pitchons le film d'abord. Non mais voilà, c'était envisageable. Alors l'histoire, c'est quand même l'histoire du coup de Danny Cello, qui est un flic qui bosse du coup, c'est pas au Meurs, c'est au Stup, je crois. Au Stup De New York. Avec du coup un groupe, ils sont plusieurs coéquipiers à bosser ensemble. Donc lui il a affaire évidemment à des indices. C'est une histoire vraie en passage. Ouais, il a affaire à des indices, il a affaire à n'importe quoi. Ça commence comme une chronique de toute façon. Le film ressemble à une chronique un peu. Et voilà des flics qui vont toucher un peu ou qui vont être un tout petit peu ripoux, mais sans faire de mal à personne, qui vont être un peu ripoux quoi, évidemment, comme on a déjà vu dans les films de Lumet. Serpico parlait de ça avec un flic intègre, même si Serpico, la différence c'est plus le portrait juste de quelqu'un qui veut faire son travail et qui le fait avec conviction et qui est entouré de gens qui n'ont pas la même conviction de lui, voilà. Donc Serpico, c'est un film fascinant à voir comme ça, l'histoire d'un bonhomme qui fait son travail, qui veut bien le faire et qui est entouré de gens qui ne s'en foutent un peu et qui font ça par-dessus la jambe quoi. Donc on peut regarder Serpico en voyant vraiment n'importe quel travailleur peut comprendre ce truc là. Et donc voilà, Prince of the City, ça va être cette chronique de ce flic Danny Cello qui va se faire aborder, je sais plus si c'est lui qui va voir quelqu'un ou s'il se fait aborder pour justement aider à déterminer d'où vient la corruption dans la police. Voilà. Il va se faire entraîner dans une grande machine, une très très grande machine qui va d'abord, donc lui dès le départ il dit non mais je donnerai jamais mes collègues, jamais, je peux faire ce que vous voulez mais par contre mes copains jamais quoi. Et donc voilà, au fur et à mesure le type va justement s'amuser comme ça, comme un jeu de rôle en fait, il va s'amuser justement à aller essayer de foutre derrière les barreaux, ou en tout cas d'incriminer des types qui sont vraiment louches et mauvais quoi. Sauf qu'il a affaire à une machine qui va l'entraîner dans ce qu'il refusait dès le départ et qui va le détruire et qui va détruire tout ce qui est proche de lui. Et c'est une grande tragédie. C'est vraiment, on a affaire à une très grande tragédie grise. Et Lumet revient dans son livre énormément, justement, comme je dis dans le texte que j'ai lu, il considère que c'est l'un de ses films les plus stylisés, vraiment. Et c'est vrai que c'est un grand film très gris, il y a quasiment pas de couleur dans le film. Il y a justement tout un paragraphe, tout un chapitre où il revient sur la mise en scène qu'il a décidé pour ce film. Et moi je trouve ça dingue, parce que quand j'ai vu le film la première fois, j'ai été entraîné par le machin et je me suis pas rendu compte de ce dont il parle dans le livre que j'ai lu après.
j'ai lu le livre, j'ai revu le film et ça m'a sauté aux yeux à quel point c'était fort. Le fait, par exemple, c'est un film qui se passe à New York. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérieur, mais il y a quand même, voilà, beaucoup de scènes de rue, justement, de rue, et puis un peu cradingue. On est en 81 à New York. C'est vraiment la ville cradingue, quoi. Et Lumet, par exemple, a décidé dans le film en 3 heures. Et quand tu regardes le film la première fois, tu t'en rends pas forcément compte, mais en 3 heures, il doit filmer le ciel 2 fois. 2 fois seulement dans le film, on doit voir le ciel, et c'est les moments, par exemple, où le personnage va penser à se suicider. Il y a ce premier aspect de la stylisation qui est très très important et qui joue énormément sur le film. La deuxième, et qui va être extrêmement progressive sur les 3 heures, sur les 2h50 du film, c'est par exemple de vider les décors, notamment les scènes de tribunal ou de vider les décors des figurants et des décorations sur les murs, voilà, tout l'ornement qu'il peut y avoir. Il va les vider au fur et à mesure, un peu comme il avait pu le faire avec Network, justement, de corrompre la caméra et de transformer l'image un peu brute, un peu noire, et de la transformer dans une image télévisuelle. Là, l'image va correspondre à ce que vit le personnage, mais en fait ça je le dis parce que je l'ai lu dans le livre et que ça m'a sauté aux yeux quand je l'ai revu après l'avoir lu dans le livre, mais quand j'ai vu le film la première fois, le film moi m'a paru complètement fou et voilà, c'était une grande tragédie dans laquelle j'étais embarqué, mais ça m'a pas sauté aux yeux, en fait j'étais tellement embarqué par le film que pas du tout. Mais en revoyant le film après, je me suis dit mais c'est tellement subtil, justement, c'est tellement par touche, comme un impressionniste, justement, un peintre qui irait faire des petites touches comme ça, et c'est exactement ça dans le film. Je trouve ça extraordinaire, et on va revenir après là-dessus, mais moi il y a un travail par exemple sur l'acteur. Je disais justement que le Lumet aurait pu faire un gros succès s'il avait pris Al Pacino par exemple. Il pouvait, et il était. C'est ce que lui reprochait De Palma. Comment faire un grand film avec un acteur aussi fadasse que Treat Williams. On lui a beaucoup reproché d'avoir pris Treat Williams, que tout le monde a oublié aujourd'hui, même s'il a joué par exemple, c'était le rôle principal de R, et il a joué dans d'autres choses. Et Treat Williams n'est pas un mauvais acteur, c'est absolument pas le problème. Il est très très bon dans Prince of the City par exemple. Et en fait, et Lumet en est tout à fait conscient. Il me dit oui, j'ai pris cet acteur là qui est très très bon, j'aurais pu avoir Pacino, pourquoi j'ai pas pris Pacino? Parce que si j'avais pris Pacino, tout de suite, le spectateur aurait été de son côté, en fait, dès le départ. Sauf que justement, le propos même du film, c'était de se demander si ce personnage-là était, entre guillemets, de quel côté il était, quoi. Il n'est pas question de faire quelque chose de manichéen à la fin du film. Au contraire, on peut pas, c'est à chaque spectateur de se demander si ce type a fait les bonnes ou les mauvaises actions, quoi. Mais par contre, s'il avait pris Pacino, tout de suite, le spectateur était de son côté, et c'était Serpico, justement. Et c'est d'ailleurs ce qu'a ressenti Lumet quand il a été amené à bosser sur le projet Serpico, donc qui est également issu d'une histoire vraie. D'ailleurs, Frank Serpico est toujours en vie. C'est quelqu'un qui s'est élevé contre la corruption de la police. Et Lumet disait que moi, j'ai été amené à ce projet-là, ça m'intéressait, les thématiques m'intéressaient, mais le personnage de Serpico que j'avais en face de moi parce que je travaillais avec lui, je le trouvais super chiant. Je crois que c'est Sophine qui avait fait un entretien il y a dernièrement avec Serpico. C'est vrai que le bonhomme a l'air super chiant. Le bonhomme est hyper ramenard et tout, voilà. Il a effectivement sûrement fait quelque chose d'absolument brillant. Il s'est effectivement élevé contre la corruption de la police en voulant être encore une fois le chevalier blanc à ne rien toucher, et il s'est fait laminer la gueule pour ça. Sa vie a été foutue, il a été obligé de s'exiler en Suisse, dur. Et mais par contre, Lumet disait, à partir du moment où j'ai eu Pacino à l'écran, j'ai eu de la sympathie pour le personnage. Donc voilà, parce que Pacino ramène quelque chose. En tant qu'acteur, Pacino ramène. Pacino, c'est pas un acteur anodin, c'est pas un acteur invisible, c'est pas une histoire. C'est même pas à l'époque de faire Serpico, il a pas d'histoire, mais c'est que. Oui, mais par contre, en 81, il l'a, quoi. Mais même son visage, c'est ce que, mais même au moment un gros plan de Pacino qui dort, tout de suite, ça ramène des choses. C'est même en 80, en 72 ou je sais pas quoi, il fait Serpico, Pacino n'a pas d'histoire. Mais par contre, Pacino, c'est déjà Pacino. Pacino, c'est déjà une star. C'est déjà quelqu'un qui imprime la caméra. C'est déjà quelqu'un qui, de fait, a un magnétisme absolu, quoi. Et il y a différents êtres humains comme ça qui impriment la caméra, et ça, on n'y peut rien. Et c'est vrai que, c'est quelque chose qui a été exploité. Pacino a eu la chance d'être rencontré par des Coppola, des Lumet, des De Palma, mais qui ont exploité ce truc-là. Mais Serpico, d'un coup, quand on regarde Serpico, évidemment,
même si voilà, on peut penser que ce bonhomme-là, il se comporte avec sa nana comme le dernier des cons. C'est un connard. C'est quand même Pacino, et Pacino attire la sympathie parce qu'il est absolument magnétique, et ce qui fait qu'on ne peut pas prendre Pacino pour n'importe quel film, et surtout pas pour ce film-là. Mais c'est ça qui est génial de la part de Lumet, c'est justement de se dire, il aurait pu avoir un succès, il aurait eu Pacino pour ce film, ça faisait un deuxième parrain, c'était un grand machin, et ça serait devenu plus que Scarface encore d'ailleurs, un objet de culte vraiment. Mais non, Lumet, il a décidé, non, mais au service du film, de ce que je veux raconter moi, de ce qui m'intéresse, il me faut pas Pacino justement quoi. Il me faut un acteur qui ne trimballe pas cette histoire-là, qui n'a pas cette sympathie pour la caméra. Et lui-même, c'est un truc qu'il a répété régulièrement, c'est que même jusqu'au montage final du film, il ne savait pas jusqu'à la fin du tout s'il était du côté ou non de son personnage principal. C'est un truc, et justement c'est ça qui l'intéressait, c'était que c'était une vraie fresque, et que s'il dure 2h50 son film, c'est pas pour rien non plus, c'est pour essayer de comprendre ce qui se passe avec ce personnage et avec cette histoire quoi. Et c'était très important, et moi je trouve ça non seulement déjà extrêmement couillu de la part d'un bonhomme, parce qu'il avait vraiment dans les mains, s'il le voulait, s'il le souhaitait, un film, un succès voilà, carré, il pouvait avoir son grand machin. Non, lui, il a tout mis au service de ce qu'il voulait raconter. Et il a pris du coup Treat Williams, qui est super. Enfin, il n'y a pas de problème. Ce type est super, mais c'est évident qu'il n'a pas le charisme, l'alchimie avec la caméra, comme tu le disais, que de Pacino. C'est une évidence. Et puis en plus, non seulement il est super, mais enfin, il est brillant, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu regardes Prince of City, tu regardes, enfin, au niveau de l'actorat, c'est fou tout ce qu'il fait quoi, c'est fou. Mais et de toute façon, c'est même pas qu'il lui manque le charisme, c'est qu'il a le charisme, c'est une donnée du jeu d'acteur, mais t'es pas obligé de l'avoir pour être un bon acteur quoi. Là en termes d'actorat, c'est juste taré ce qu'il fait. Lumet va réitérer ce truc-là avec un autre acteur fadass qui est Timothy Hutton. Timothy Hutton dans Contre-enquête, c'est exactement ça aussi. Mais même pour Daniel, enfin Timothy Hutton, il l'a utilisé 2 fois. Il l'a utilisé pour Contre-enquête, il est super, mais moi c'est dans Daniel où tu le reconnais pas d'ailleurs. Et dans Daniel, il est exceptionnel. Mais on va en parler après. Mais je parlais de Contre-enquête parce que vraiment on a quelque chose de très voisin. Contre-enquête, Timothy Hutton est mis en face de qui? Nick Nolte. Nick Nolte, évidemment c'est pas Pacino, mais Nick Nolte, c'est Nick Nolte. Nick Nolte, il aura beau jouer n'importe quel personnage, ça sera toujours Nick Nolte. Nick Nolte, c'est un caractère acteur quoi. C'est vraiment un bonhomme qui trimballe d'un coup un charisme, et qui incarne dans Contre-enquête un personnage horrible. Il y a un autre personnage qui est supposé être horrible, qui est pareil, un caractère acteur, un acteur beaucoup moins connu, mais qui joue pourtant une figure du mal, mais qui va questionner un peu le spectateur. Et Timothy Hutton joue le chevalier blanc là-dedans et va être mis en porte-à-faux par rapport à toutes ses convictions. Et encore une fois, Sidney Lumet fait jouer justement ce truc de mettre une page blanche quoi. Une page blanche, ça veut pas dire que le personnage n'a rien à faire, mais ça veut dire que toi, spectateur, tu vas devoir te questionner vraiment sur la moralité et sur les choix moraux de mon personnage principal. Comment, choix moraux, dès que je dirais ça fera rire. Mais voilà. En tout cas, le personnage de Timothy Hutton là-dedans pourrait paraître comme fadasse, mais en fait non. C'était important pour moi de revenir sur des gens qui, pour le coup, en tout cas, en ont vraiment souffert, parce que Treat Williams ou Timothy Hutton, on sait même pas s'ils sont morts ou vivants. C'est ça. Non mais mais c'est voilà, comme je disais, il met ses choix d'acteurs. C'est lui qui va choisir des acteurs. Il le met par rapport au film. Et on n'a pas parlé trop dans la première émission justement de son travail avec les acteurs. C'est le plus grand directeur d'acteurs du monde de l'histoire du cinéma. Je pense Sidney Lumet, il a travaillé avec les plus grands, Brando, Sean Connery, 4 films avec Sean Connery, Paul Newman dans The Verdict est exceptionnel. Magnani, Fonda, et voilà tous. Et enfin, Newman. Il y a peut-être que De Niro avec qui il aurait pu en donner à De Niro un grand rôle avant que celui-ci meure. On est tous très tristes pour De Niro. Mais vraiment, ça a été l'un des plus grands directeurs d'acteurs du monde, et c'est impressionnant. Simone Signoret aussi, elle a réussi à faire des bons rôles avec lui. Mais c'est impressionnant, et ce qui est fascinant pour moi, dans les années 80, il va jouer, donc du coup, avec Paul Newman, justement, il va donner avec The Verdict, il va donner un de ses plus grands rôles. Il va jouer avec des grands acteurs encore dans les années 80, mais il va être capable de faire ce choix, de dire, ce type-là, justement, il n'a pas le charisme pour un grand succès. C'est parce que
Lumet, et il le dit aussi plusieurs fois, il travaille avec les studios, c'est pas un cinéaste indépendant. Et lui, il est très content qu'on lui donne des millions pour faire un film. Il trouve ça complètement fou que des gens donnent des millions de dollars pour faire un film, quoi. Donc il respecte ça, et il se plaint pas, il se plaindra jamais de ça, quoi. Contrairement à plein de gens qui gueulent parce qu'ils ont pas la Palme d'Or. Lui, non. Il est très content, mais par contre, il met ça au service du film, constamment. Et dans le Prince de New York, pour moi, c'est un des plus grands exemples possibles. Avec Daniel. Daniel, dont on va parler, à moins que tu aies encore des choses à rajouter. Non. Alors, Daniel, on en parlera après une pause musicale. Bah, juste dire, Prince of City, c'est vraiment un film à regarder. Qui est disponible pour le coup, celui-ci en DVD encore. Disponible en DVD, dans DVD une copie pourrie, à en chier, 2 parties. Voilà, le fameux DVD où il fallait changer de phase du DVD pour avoir la deuxième partie. C'est jamais sorti en Blu-ray, ça se trouve à Los Angeles sans trop de problèmes. Oui. Mais c'est vrai que c'est un film qui finit comme un délire, ça finit, c'est du Kafka à la limite, quoi, à la fin. Et c'est assez taré à quel point, à force de pousser la précision en termes de procédure judiciaire, t'es tellement réaliste là-dedans que t'en arrives à une abstraction totale qui fait que t'as l'impression d'être dans un délire kafkaïen. On va faire une pause. Alors cette pause musicale, donc on va écouter un morceau de Paul Robeson. C'est extrait de la bande originale de Daniel, qui est un des films les moins connus, je pense, de Sidney Lumet. Je sais même pas, c'est sorti en France, ça ? Non, justement, c'est pas sorti en France. Je fais encore une fois un appel aux éditeurs français de DVD et de Blu-ray, puisque le film est sorti chez Olive Film, avec notamment aussi Long Day's Journey into Night en Blu-ray, dans des copies superbes. Vraiment, la copie de Daniel qui est sortie en Blu-ray aux États-Unis est superbe, sauf qu'il n'y a pas de sous-titres et que c'est très très difficile de regarder Daniel sans sous-titres. Daniel est un film de 83 avec Timothy Hutton, donc, et Amanda Plummer aussi, d'autres acteurs qui sont tous exceptionnels, qui n'est pas sorti en France, qui n'est pas un film aimable comme Le Prince de New York non plus d'ailleurs, ne l'était pas. C'est vraiment, il est pas dans sa période où il a envie de faire du succès, il a juste envie de faire un bon film, un film qui, dans le fond et la forme, est cohérent aussi d'ailleurs. On va parler de Daniel, et donc Paul Robeson, c'était un chanteur et plein d'autres choses. Il a une histoire extraordinaire, Paul Robeson, et c'est pas pour rien que c'est lui qui fait la BO d'ailleurs. Enfin, c'est que ses chansons sont utilisées comme la BO de Daniel. C'était un chanteur des années 30, 40 et 50 aussi, qui était d'abord un athlète de haut niveau. Il a fait chanteur, il a fait acteur, puis il a fait avocat, et puis il est mort dans la pauvreté et la solitude dans Harlem, parce qu'il était un peu trop communiste en fait. Un peu trop noir aussi. Un peu trop noir et communiste, donc il accumulait un peu, et donc c'est ces chansons qui rythment le film Daniel, qui date de 83. Et juste après, on écoutera justement un extrait de l'une des premières scènes de Daniel avec Timothy Hutton et Amanda Plummer, et on pourra parler un peu de ce film qui est pour moi des Lumettes que j'ai découvert tardivement, sans doute le plus fort, et celui qui reste vraiment à montrer, à découvrir pour tout le monde, parce qu'il n'est pas sorti en France. Et donc je lance encore cet appel auprès d'éditeurs intelligents pour ressortir ce film. Sunshine or in shadow.
just really makes me sad. It really does. Here we are in this horrible imperialist war. We're burning people in Vietnam. And the issue is how I happen to talk. No, I'll tell you what the issue is. The issue is if you want to give away your money, why not just do it? I mean, what do you got to put the family tag on for? What do you have to advertise for? Because the name Isaacson has meaning. It's important. What happened to the Isaacsons is history. You hear that? She fucking calls her own mother and father the Isaacsons? Look, you two, if you can't conduct a civil discussion... I'm not ashamed of my name. I'm proud of who I am. Unlike you. You should see the schmucky way you come on in this world. Well, that may be. I tell you, I don't think a foundation is necessarily a good idea just because it has the name Isaacson. How's it going to work? Who's it for? What'll it do? Well, why not just let it happen? Give it a chance. You cop out with this phony cynicism. Maybe you have a better idea what to do with that blood money. Blood money? It earned you a college education. Straighten your teeth. Why don't you just admit that you're a selfish prick? I don't want the bread. I mean, I thought we'd give it to the Lewins. No. As guardian, that's the one alternative that I can't permit. Well, yeah, well, you ought to reconsider. You're just due for all the bullshit you put up with the last dozen years. Don't worry, Daniel. You can forget about the foundation. It doesn't need you. Go back to your life. Take this milk cow with you and go back home. If this doesn't stop right now, I am not serving. Go back to the stacks, Daniel. The world needs another graduate student. I don't have to go out and get clubbed to justify my existence. No, you'd rather jerk off behind a book. Stop it, you two! Susan, you're not handling this very well. Yeah, she is. She's a revolutionary. She's been to the barricades. She's got all the answers. I mean, once it was sex. Sex was going to do it for you, right? Then it was acid. Acid was going to do it for you. Remember that, Susiana? Huh? And before that, it was God. You knew all about God. And now it's revolution. Oh, revolution! I thought we did that. I thought we'd been through that. Susan. I don't believe I don't believe you. You really think he thinks they were guilty? That's why he's like this, can't you see? I mean, what did they die for, this piece of shit? Susan, please. My mother and father were murdered. Why do you let him sit here and do it again? C'est donc un morceau de Paul Robeson, Danny Boy, qu'on retrouvera d'ailleurs dans un autre film de Lumet avec Sean Connery et Dustin Hoffman, Family Business, qui était présenté comme une comédie alors que pas du tout, un film des années 90. Pour le coup, un film qui passait beaucoup à la télé dans mes jeunes années. Oui, et qui je l'ai revu du coup pour cette émission et j'étais surpris de voir la mélancolie qu'il peut y avoir dans ce film et puis la tristesse que voilà, on entendait encore Danny Boy dans une autre version hein, pour ce film-là. Là, c'était à l'occasion donc du coup de Daniel, film de 83 qui comme je disais, enfin moi c'est un film du coup là qui compte vachement, ça a été important de voir ça et ça me reste énormément et pourtant il n'est pas connu en France du tout et j'attends qu'il sorte et il est sorti en Blu-ray comme je disais, donc du très belle copie qui est disponible sur internet d'ailleurs hein, mais avec sous-titres ça serait vachement mieux. Daniel qui est pour quand même présenter le film, on a très peu de temps, on va terminer cette émission là-dessus je pense, même si j'aurais aimé qu'on parle de Before the Devil Knows You're Dead, son dernier film, ou de À l'ombre de Manhattan qui ou de À bout de course d'ailleurs, qui parle aussi lui de l'héritage justement, ce qui est le propos même de Daniel, qui est l'un des films les plus presque les plus difficiles de lui mettre finalement parce qu'il refuse de prendre le spectateur par la main clairement. C'est assez compliqué de regarder Daniel, même si ça vaut vraiment la peine parce que justement au fur et à mesure le film ouvre beaucoup de choses mais ses personnages sont extrêmement complexes. Et c'est ça, le pitch. C'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce film justement. Et le pitch s'est inspiré d'une histoire vraie et puis ça a inspiré d'un livre aussi, le livre de Daniel, qui était d'ailleurs disponible dans une édition DVD américaine où on avait le film plus le livre de Daniel. Et donc c'est inspiré d'histoire vraie des Rosenberg. Dans le film c'est les Isaacson qui dans les années 50 c'est un couple donc voilà dans le film les Isaacson qui sont passés sur la chaise électrique. C'était des communistes et ils ont été accusés de pouvoir dans un futur lointain peut-être être du coup des espions.
en fait. Il y avait rien contre eux, c'est juste que sur suspicion qu'ils puissent être dans le futur des espions, on les a passés sur la chaise électrique. D'ailleurs, c'est une scène qui est terrifiante dans le film. C'est assez important le cinéma parce que c'est vrai que c'est très rare les films américains qui parlent des communistes américains. Oui. Enfin, il y a Reds de Warren Beatty, qui est voilà, plutôt un film assez réussi, pas génial mais plutôt réussi, mais les films qui parlent des communistes américains et surtout de la période, la grande période du communisme américain, du coup après les années 50, évidemment ce qui a été un peu mis à mal par le macartisme et la chasse aux sorcières qu'il y a eu, mais il y a eu très peu de films là-dessus. Voilà, et Robson, justement le chanteur qu'on a entendu, a lui-même souffert de ça. Et donc le film va en fait proposer en chassé-croisé deux histoires, celle justement des parents Robson dans les années 50, Isaacson dans les années 50, et comment ils vont arriver à la chaise électrique, et puis en parallèle, 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard, à la fin des années 60, justement pendant les révoltes contre la guerre du Vietnam, le destin de leurs enfants, et notamment Daniel et sa petite sœur, qui est interprétée par Amanda Plummer, qui est exceptionnelle, et l'histoire de Daniel justement qui va au départ justement qui a beaucoup de mal avec cet héritage parce que ses parents sont devenus des symboles, vraiment des symboles justement de cette lutte acharnée et complètement grotesque contre les communistes et puis extrêmement violente. Et Daniel qui au départ refuse un peu cet héritage ou en tout cas s'en moque, il est un peu cynique et qui au fur et à mesure va faire la recherche de justement savoir pourquoi, comment ses parents sont arrivés à passer sur la chaise électrique et ce qu'il peut en retirer lui pour sa propre vie et est-ce qu'il peut avoir des réponses. Et ce qui est terrifiant dans le film, c'est que au fur et à mesure, il va arriver dans une première partie à se convaincre que ses parents, en effet, ont été assassinés par le gouvernement. Et puis, il va tomber sur des gens qui vont lui faire comprendre que, mais peut-être qu'il y avait une raison pour ça. Et on ne saura jamais, dans le film d'ailleurs, si en effet ses parents ont été vraiment exécutés à tort ou pas. Mais n'empêche que lui, du coup, ça va le créer en tant que personne. Et il y a une forme très particulière, ce qui moi a posé problème énormément au début quand j'ai regardé le film, c'est-à-dire qu'il y a un concept visuel qui veut que les flashbacks avec les parents, enfin toute la vie des parents va démarrer sur des notes jaunes en fait, comme justement du sépia, un truc un peu vieilli, tandis que les séquences scènes du Parrain 2. Voilà, tandis que les autres séquences avec les enfants à l'époque du présent entre guillemets des années 60, fin 60 début 70 vont être plutôt sur des notes bleues. Et au fur et à mesure en fait, tandis que toutes les séquences se croisent, Lumet va faire disparaître tous ces effets visuels justement. C'est ça que je trouve merveilleux et qui en plus correspond exactement à ce concept de faire disparaître l'effet pour que le spectateur soit entraîné par l'histoire. Et ce film-là représente tout ça pour moi. Donc au fur et à mesure, les effets bleus ou jaunes des différentes époques vont disparaître. Et jusqu'à arriver justement à une séquence finale que moi je trouve bouleversante, où Daniel va assister à plusieurs enterrements et justement tous les effets visuels ont disparu. Donc du coup, les images ont le même aspect et ça se croise. Et je trouve ça absolument merveilleux, magnifique et très très fort à la fois au niveau justement du concept. C'est un truc que je trouve horrible, un concept. Mais là pour le coup, ça fonctionne comme rarement ça a fonctionné, je trouve. Je veux dire que tu ne spoiles pas parce que moi j'avais lu le bouquin avant de voir le film, donc j'étais au courant de ça. J'ai regardé le film, j'ai même pas remarqué. Ah bah voilà, tu vois. Non mais ça fonctionne très bien. Moi je sais que quand j'ai démarré le film, ça m'a gêné. J'ai bien remarqué le côté jaune. Par contre, c'est vrai que j'ai pas trop remarqué le côté bleu en fait, parce que c'est vraiment. Non mais j'avais remarqué au début que c'était, mais j'avais pas remarqué qu'à la fin ça se rejoignait. Et à la fin ça se rejoint. Mais non, mais c'est vraiment extrêmement subtil, c'est progressif. C'est très progressif et on voit l'évolution, le destin de ces deux couples, le couple des parents, le couple des enfants. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Daniel, c'est un film avec Timothy Hutton, Amanda Plummer. J'ai oublié le nom des acteurs qui jouent les parents, mais ils sont exceptionnels, eux aussi. Il y a des séquences qui, en plus, sont très très impressionnantes. Des séquences de foule dans les années 50, justement, où les parents sont devenus des martyrs. C'est vraiment des martyrs. Et on exploite leurs enfants qui, après, vont devoir gérer cet héritage. L'héritage qui est aussi un des grands thèmes de Lumet, qu'on retrouve beaucoup à bout de course, justement, avec cette histoire
de River Phoenix et de ses parents en fuite parce que 10 ans avant ils ont été des révolutionnaires, ils ont fait péter un labo pharmaceutique et un garde a été blessé, donc eux ils sont en fuite, ils sont constamment en train de se cacher parce que le FBI les recherche, et là-dedans ils entraînent leurs enfants, dont leur jeune River Phoenix qui est un adolescent et qui lui cherche à créer sa vie. Et le film va raconter ça, comment justement cet enfant qui est obligé d'être avec ses parents, c'est un ado, va pouvoir lui-même créer son existence en fait, malgré même sans remettre enfin sans juger ce qu'ont fait ses parents, parce que c'était un truc politique, c'était quelque chose d'important, mais comment on fait pour vivre avec cet héritage. Et ces deux films-là sont extrêmement jumeaux évidemment, mais par contre c'est vrai qu'ils ont des résonances, les fins de ces deux films ont des résonances très différentes. À la fin d'À bout de course, clairement les parents laissent aller justement leur enfant pour qu'il prenne son envol et qu'il puisse faire ce qu'il a envie. Par contre avec Daniel on a affaire à quelque chose où les parents sont absents et le Daniel doit vivre avec ce souvenir et doit lui-même faire la propre enquête de ce qui s'est passé et lui-même découvrir ce qui est arrivé et décider de ce qu'il va faire de sa vie aussi, quoi. Mais c'est deux films vraiment qui sont passionnants. Moi j'aurais vraiment eu de toute façon une préférence sur À bout de course. À bout de course c'est un film qui a, je sais pas, c'est un des films où tu peux montrer à qui que ce soit, de toute façon il sera ému. C'est un film qui est bouleversant, c'est un film qui est d'une efficacité redoutable en termes mélodramatiques et tout ça. C'est vraiment une mise en scène implacable aussi, implacable, et tout ça c'est vraiment génial. Et je conseille encore de relire Eclipse, le numéro d'Eclipse où il y a un texte sur ces deux films qui est superbe. Oui, il revient pas mal là-dessus parce que c'est des films qui sont à la jointure de beaucoup de thématiques de Lumet, quoi. C'est vrai que quand je disais lors de la première émission que voilà, de toute façon Lumet c'est quelqu'un qui s'intéresse au système, aux injustices du système, et c'est vrai que s'intéresser d'un coup à travers ces deux films-là à ce qui pourrait être une alternative, c'est-à-dire le communisme, à savoir que À bout de course, ces deux personnes, c'est jamais nommé, mais dans À bout de course, les parents font partie du Weather Underground, donc voilà, c'est jamais nommé, mais c'est clairement ça. Mais donc il se pose la question d'un coup de ce que c'est l'alternative au capitalisme américain, à l'idéologie libérale américaine. Ça serait une idéologie gauchiste tout simplement. Lumet, en tant que cinéaste du gris, on voit bien qu'il n'y croit pas. Pour lui, c'est un insider. C'est quelqu'un qui rentre dans un système. Il faut rentrer dans un système et le changer de l'intérieur. C'est pas créer une alternative. Aux États-Unis, le communisme ne passera pas. Enfin, voilà, ça ne passera pas. Donc, on voit bien. C'est forcément un rapport de force, et le rapport de force ne peut pas aboutir. Oui, et puis voilà, c'est contraire à l'idéologie américaine. Ça ne pourra pas passer. Voilà, dans Daniel, c'est clairement non pas qu'il les filme comme des sadicos dans l'ongle, ni même comme des gens absolument géniaux, mais on voit bien qu'ils les filment comme des petits intellectuels new-yorkais qui sont persuadés qu'ils sont un peu des salonnards, gauchistes. C'est des gens persuadés qu'ils ont raison. Oui, et c'est ça le problème de les films de Lumet, c'est les gens persuadés qu'ils ont raison. Oui, et c'est ça. Et en fait, tu vois bien que le bonhomme, même le père dans Daniel, voilà, il a envie de vivre un martyr. C'est clairement mis dans le film. Oui. Il veut vivre son martyr. Il trouve clairement que la société est inique. Il veut mourir pour elle. Il veut avoir son parcours christique. C'est filmé un peu comme tel, de façon très discrète, mais on le voit. Daniel et À bout de course sont deux conclusions très différentes. C'est vrai que dans Daniel, la conclusion, ça va être que Daniel va finalement réussir à un petit peu renouer avec le passé, à son héritage, pour intégrer dans les luttes de son temps les idéaux de ses parents, c'est-à-dire pendant la guerre du Vietnam, en faisant la part des choses, mais voilà, il va réussir à renouer avec ça. Dans À bout de course, clairement, c'est un abandon. Enfin voilà, River Phoenix va vouloir vivre sa passion, qui est la musique, dont rien à voir avec des luttes sociales ou je sais pas quoi, et va vraiment. Il a le choix justement d'être ce qu'il veut. Oui, il va être le choix de ce qu'il veut. C'est toujours le rapport de l'individu avec un système, et c'est vrai que chez Lumet, c'est ça qui est prépondérant, c'est que ce personnage-là, le système à laquelle River Phoenix ou Daniel vont être soumis, c'est vraiment pour le coup un système qui est complètement extérieur au grand système network américain. C'est le système d'une idéologie qu'on pourrait qualifier de gauche, libertaire, enfin quelque chose comme ça. Et dans À bout de course, voilà, il va clairement
abandonner ce truc-là pour vraiment vivre sa vie et replonger dans un individualisme qui est conforme un peu à l'idéologie américaine et elle est aussi aux idées de Lumet, quoi. De toute façon, qui est pour le coup, encore une fois, un insider. Ce qui fait que peut-être ça explique en tout cas la raison pour laquelle ces films n'ont pas trop de résonance, parce que c'est vrai que Daniel et tout ça, de Daniel ou à bout de course, pour un critique, pour un spectateur de français, comment veux-tu appréhender ces films-là? C'est comme on ne comprend pas, voilà, les élections américaines, on ne comprend pas comment les Américains peuvent appréhender l'idée de gauchisme et tout ça. C'est pas possible. Donc lui, Lumet, c'est encore une fois un cinéaste du gris, c'est quelqu'un qui va vraiment mettre la complexité de la chose et être toujours dans un réalisme, dans le sens où voilà, les idéaux, l'idéologie, l'utopie, ce n'est valide que comme un chariot, enfin comme une étoile à laquelle on accroche son chariot, mais sinon ça ne marche pas dans la vraie vie. Il faut arriver à jouer avec la complexité du monde. Il est temps de se quitter. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Antonin. Évidemment, vous pouvez écouter la première émission et cette deuxième partie sur le site de Canal B. On se retrouve très bientôt. Vous pouvez retrouver évidemment les films de Lumet, la plupart sur Internet ou en DVD. On se retrouve très vite. Merci à vous. Et on se quitte avec une superbe scène de Running on Empty à bout de course, trouvable avec des sous-titres et tout ça. C'était ressorti il y a quelques années en salle. En DVD. C'est génial. Aussi. Il faut regarder ce truc. Merci à vous. Ciao. I like her. Yeah? You, James Taylor. Yeah. Those are what you found. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made were to you. Walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find. You sure this is the Phillips kid? They didn't switch you with the hospital or anything, did they? I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. Just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I see fire and I see rain. Seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again.